Donc, je vais commencer par les remerciements. Donc, je remercie l'association Les Padipati. Vraiment, je suis très content de participer à ce projet, cette association qui vraiment apporte beaucoup de choses sur la connaissance. Donc merci Christian, merci Evelyne, merci la mairie des Innes aussi pour le prêt de la salle. Merci à vous tous d'être venus, ça me fait, j'avoue que une petite pression, hein, c'est sympa. Voilà. Donc les ondes du Haut-Forme, vous l'avez compris, c'est ma passion. Et les réseaux sacrés, n'en parlons pas. Mais c'est une partie de mes passions, parce que j'en ai plein. Donc on va parler de beaucoup de choses, parce que j'ai 1 heure, 1 heure et demie, donc on va parler d'un peu plus que les ondes du Haut-Forme, parce que vendredi soir, j'ai vu que le débat était bien déjà ouvert sur plein de choses. Donc je vais vous demander d'appliquer le 5e accord Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez les 5e accords Toltec. Donc c'est soyez sceptiques mais restez à l'écoute. Parce qu'il y a parfois il y a des choses que je peux dire qui sont en fonction du niveau de connaissance que l'on a et de nos convictions, ça peut peut-être déranger ou en tout cas remuer ou poser des questions. Donc voilà, donc on va se créer une petite bulle de conscience et se mettre dans cette petite bulle pour pouvoir rentrer dans mon univers. Donc j'ai laissé brancher cette plante parce que pour moi c'est vraiment l'illustration même de la vie. C'est-à-dire que on a un réseau cosmique et un réseau tellurique. Et la plante, elle, justement, elle vit sa vie de plante. Et donc par une différence de potentiel, donc avec une anode qui est branchée en bas sur les racines et puis une petite cathode sur les feuilles, on a une différence de potentiel. Et Nikola Tesla disait que si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il faut parler en termes de énergie, fréquence, vibration et information. Et ça représente vraiment à fond ce que Nicolas disait. C'est-à-dire que là, ici, on va voir l'énergie par rapport à la différence de potentiel. On va avoir une tension. C'est ce qui va envoyer une information au petit boîtier qui est là-bas pour donner un signal. Ensuite, on a la fréquence. Donc ça va être la vibration. La variation, c'est ce qui va donner le rythme. Et l'information, c'est vraiment la plante qui joue. Donc elle utilise vraiment le procédé comme un synthé et joue des notes. Et donc après, c'est l'information de la plante qui crée cette magnifique musique qui est hors du commun, je trouve. Mais voilà, je tenais à vous le faire partager parce que ça illustre bien le monde cosmique et tellurique, l'information et l'énergie. Ok ? Je vais la couper ou la baisser. Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc, j'aime les citations, vous allez peut-être le voir, enfin l'entendre. Donc Bouddha aussi disait, ce qui est important, c'est l'énergie de la voie du milieu, dans toute chose. Et donc pour nous, en tant qu'humains, entre ce cosmos et cette connexion à la Terre, ce qu'il faut, c'est être le plus humble et le plus dans la loi du milieu pour vivre pleinement. Et donc pour ça, on a des outils qui ont été utilisés depuis la nuit des temps, et c'est ce qu'on appelle les ondes du Haut-Forme. Donc c'est ce type de choses que vous connaissez tous, un triskel. La forme de cette onde crée un vortex. Qu'il soit positif ou négatif, peu importe, parce que finalement le positif et le négatif n'existent pas, puisque ce sont des croyances, un système d'éducation. On peut avoir d'autres ondes du Haut-Forme comme Métatron, là. Et là, sous la plante, on ne le voit pas, mais il y a une fleur de vie. Ça permet de... Le principe de l'onde du Haut-Forme, c'est que je capte dans le cosmos l'information, elle réfléchit sur la forme, et du coup, elle est rayonnée. Dans la nature, on a l'exemple parfait, là, d'une onde du Haut-Forme de la nature. Ça représente la spirale, parce que tout est spirale, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur.
Et la grande notion des ondes duoformes, c'est le nombre d'or. 1, 618, 0,3, etc. Vous connaissez le nombre d'or? Non. Alors forcément avec le stress, j'ai oublié mon fichier photo. Mais le nombre d'or, c'est la divine proportion. C'est-à-dire que, par exemple, je mesure 1m80, mais le prorata entre le sommet de ma tête et mon nombril, et entre mon nombril et mes jambes, il y a une différence de 1,618. Et tout est fait comme ça, dans l'univers, dans la nature en tout cas. Donc ça, c'est l'exemple parfait de la spirale à 1,618 qui évolue tout le temps. Il faut comprendre aussi, je suis un grand passionné d'hermétisme. Donc dans les notions d'hermétisme, dans le Kybalion, on apprend que l'infiniment petit est égal à l'infiniment grand. Donc toute notion, finalement, ça, on le retrouve, cette spirale-là, c'est aussi la spirale de notre Terre sur le plan de l'écliptique de la galaxie. J'en reparlerai tout à l'heure pour expliquer les solstices. Les cristaux, dans la nature, ils ont été pendant des millions d'années orientés au nord, magnétique. Et nous, on les prend pour nous apporter du bien, mais il faut comprendre qu'il faut les remettre dans leur nord magnétique pour qu'ils puissent bien rayonner ce qu'ils ont à nous apporter. Et c'est aussi valable pour les ondes duoformes. Il y a un nord magnétique sur ce triskel-là. Si on regarde, il y a un petit grain d'orge ici. Donc du coup, ça donne une information pour le nord magnétique. Ce que je veux dire par là, c'est que la fleur de vie qui est dessous, que vous ne voyez pas, elle est dirigée vers le nord magnétique. Alors vous allez me dire comment on fait pour le repérer. Donc ça, c'est la radiesthésie nord magnétique de l'objet. Non, c'est le nord magnétique, parce que ça bouge tout le temps, mais c'est très proche du nord. Par contre, après, si on utilise une onde sur un mur, comme ça, le nord va être vers le haut. Ok? Donc ça, c'est pour illustrer les ondes duoformes. Et dans les anciens, depuis longtemps, en fait, utilisaient ces propriétés-là pour mettre des constructions, type dolmen ou menhir, à des excusez-moi, à des endroits bien précis. Et donc pour pouvoir générer une énergie, parce que il faut comprendre aussi que la planète, elle est constituée de lignes de puissance qui sont souvent sur des lignes granitiques, mais couplées aussi avec l'eau. Parce que sous chaque plaque de granit, il y a de l'eau. Donc là, vous avez les lignes Ley de février 2011. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça sur Internet, ça m'a pas forcément beaucoup parlé, si ce n'est que des spires, que ça passe par les points stratégiques comme Gizeh, etc. Mais ça me parlait pas trop. Donc du coup, j'ai eu l'idée de le retranscrire sur une carte, enfin sur un globe. Ça me parlait un peu plus, mais pas plus que ça non plus. Donc du coup, comme j'aime bien chercher, j'ai pris une carte de la Terre représentée à plat. Hein, je suis pas partisan de la Terre plate, mais c'est juste pour montrer. Et dessus, donc j'ai représenté tout ce que j'ai fait là. Et finalement, en faisant ça, j'ai eu une petite vision. L'arbre de Séphiroth. Donc du coup, je l'ai stylisé. Et je ne sais pas si vous voyez les correspondances, mais c'est juste stylisé pour l'adapter finalement à ce schéma-là. Pour en venir à quoi? Vous m'entendez là? Oui. Au final, quand on place comme ça, on s'aperçoit que ça coïncide parfaitement, bien sûr, mais sur 5 positions. Donc on peut en déduire finalement que la Terre, c'est un caillou
avec plein de métaux dessous, et c'est surtout un cristal. Et nous-mêmes, nous sommes des cristaux. On en a plein dans les chakras. Et c'est l'alignement qui fait la différence de toute chose. En fonction des... Il y a plusieurs types d'alignements, et c'est pour ça qu'on va avoir différents solides de Platon. Vous connaissez voilà. Et donc c'est surtout un alignement. Et donc du coup, là on voit ici que la planète, elle est sur un alignement en 5 branches. C'est comme si c'était un cristal à 5 branches. Donc du coup, dans ces lignes primaires, les anciens, ils connaissaient cette puissance énergétique et ils arrivaient d'un point de croisement tellurique comme Gizeh, par exemple, qui est reproduite ici à l'échelle. En fait, vous prenez la base, multiplié par 0,95 et vous avez cette proportion-là. J'en parlerai après des propriétés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Gizeh est vraiment positionné au croisement de ces lignes telluriques. Et du coup, les anciens se sont dit, pourquoi pas utiliser cette énergie-là et la mener où je veux. Donc du coup, ils ont utilisé les lignes naturelles, et par le biais de relais Wi-Fi, comme on peut avoir aujourd'hui pour les téléphones, ils ont fait des menhirs et des dolmens pour pouvoir transmettre l'information et la mener à des métamachines, comme on peut avoir des églises, les cathédrales, les pyramides, qui avaient pour vocation finalement de soigner. Il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, ces réseaux primaires de la vie sont couplés avec l'eau. Donc du coup, quand on ajoutait des facteurs, comme je vous disais tout à l'heure, la planète c'est un bloc de métal, et quand ça s'est cristallisé en 5 branches, eh bien, finalement, elle a créé des ondes. Toujours des ondes. Une résilience de métaux, parce qu'il y a plein de métaux tout autour de nous, et il y a beaucoup de nickel. Les nickels, c'est les réseaux Hartmann, qu'on va retrouver il faut comprendre qu'ici, là, dans toute cette pièce, on a un quadrillage à l'infini, hein, de 2 mètres sur 2 mètres 50, et ça, c'est le réseau nickel. Réseau Hartmann. On a un peu plus grand, sur la même chose, à 8 mètres, c'est les réseaux Perret, les réseaux de cuivre. Mais après, il y a des grands réseaux, qui sont les réseaux or, les réseaux argent, et les réseaux diamants. Les réseaux diamants, c'est vraiment, en gros, ce qui est tracé ici, qui passe au centre de cette antenne. En fait, c'est une antenne pour capter l'information du cosmos et utiliser les énergies du bas pour pouvoir soigner, mais je vais vous expliquer après. Donc du coup, les anciens avaient compris qu'il y avait plein de métaux partout. Et il y a des endroits, quand la Terre s'est cristallisée, il y a des métaux qui se sont mis à plus d'endroits que d'autres. Et du coup, en édifiant des édifices avec une forme pointue, comme une flèche dans une église, etc., on captait l'information, on l'a couplé avec un croisement de réseaux ferreux, et s'il y avait de l'eau qui passait dessus, ça donnait l'information à l'eau, et du coup, en buvant cette eau, eh bien, on se guérissait. C'est pour ça que les Romains, ils avaient beaucoup de thermes, et là, voilà, ils utilisaient vraiment l'eau. C'est pour ça qu'on appelait qu'il y avait des eaux miraculeuses. Alors aujourd'hui, ces eaux miraculeuses n'existent plus pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a oublié cette information-là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Il faut la redécouvrir. Et donc du coup, quand il y a eu des restaurations de monuments, les compagnons de France, malgré leur devoir, parfois, je ne sais pas, par négligence ou quoi que ce soit, ils n'ont pas respecté cette clause du nord magnétique de tout caillou. Il faut comprendre que tout ce qui a été assemblé avant, vraiment, c'était respecté au niveau du nord magnétique. Tout. Ce qui faisait que finalement, tout s'imbriquait. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Parce que tout est plus, tout est moins, au niveau des énergies. Donc plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Mais nous, quand on a voulu restaurer, on a refait à l'exantique la chose, enfin la pierre, dans le même caillou, mais on a oublié ce nord magnétique.
Donc du coup, à un moment, ça crée un bug. Il y a eu plus ou moins, et un élément qui a mis en court-circuit le fonctionnement. Et du coup, les eaux miraculeuses ont disparu. C'est pour ça. À Lourdes, par exemple, il y a quand même, Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a 12 réseaux d'eau qui rejoignent sous la cathédrale. C'est quand même assez impressionnant. Plus tous les métaux. Il faut comprendre qu'il y a des hauts lieux telluriques très 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 puissants. Il y en a 2 au monde, c'est le Potala et Chartres, en France. Donc à Chartres, il y a vraiment... moi je suis les travaux de Georges Pratt. C'est un biologue réputé. Il y en a d'autres, comme Yann Lippincott, etc. Mais j'adhère pas à leur philosophie à eux, c'est pas les mêmes travaux. Voilà, donc moi je suis l'école de Georges Pratt. Donc du coup j'ai vérifié à Chartres ces réseaux, et effectivement il y a du palladium, il y a du rhodium, il y a du mercure, il y a vraiment une quantité, et qui se croisent à 2 endroits sur Chartres. Donc on a toujours une église avec un transept, là, et ici les absidioles en général. Donc il faut comprendre que ce sont des métamachines guérisseuses. Donc du coup, à Chartres, il y a 2 points d'énergie. Il y a le croisement ici, comme dans toute église théoriquement sur un transept, mais en plus il y a un labyrinthe ici. Donc il y a de l'eau qui passe, un croisement comme ça, et on en a aussi un peu par là. Donc ici surtout, on va avoir beaucoup d'aliments de métaux. Et c'est pour ça qu'il y a un sens pour pouvoir monter progressivement avec ces métaux, en alignement avec nous. Ça résonne. Pour la petite histoire, par exemple, les prêtres, quand ils faisaient l'office avant, ils avaient des grandes écharpes qui traînaient par terre, en or très souvent. Un bâton, un sceptre, et une belle coiffe pointue, pour pouvoir être vraiment connecté avec le monde du cosmos, plus sur ce lieu tellurique. Et donc ils étaient vraiment, et pour pas devenir fous, ils étaient reliés à la terre par cette écharpe. Comme ça, ils pétaient pas les plombs. Du coup, ils captaient l'information, ils la transmettaient dans l'hostie, et ils vous le donnaient. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pratique ça encore, mais à la base, c'était comme ça. Voilà. Au niveau des pyramides, je vais pas prendre l'exemple de Khéops, mais je vais prendre l'exemple de Saqqara. Saqqara, c'est plus vieux que Khéops. Enfin, après, les historiens, on ne sait pas trop. Moi, pour moi, toutes ces civilisations vraiment antérieures, on ne sait pas les dater parce que c'est pas nous qui les avons créées tout de suite comme ça. Les écrits que l'on a, c'est surtout pour la restauration du parement. Et là, ça coïncide avec l'histoire, mais c'est pour la restauration et non pas la construction. Mais c'est un autre sujet, mais qui est une passion aussi, qui est une passion aussi d'Hypatie, dans savoir un peu pourquoi, d'où on vient. Il faut comprendre qu'on est la 7e civilisation sur cette planète-là. Donc il y a eu des gens avant nous qui sont partis. Nous, on a peut-être été téléchargés ici, c'est possible. En tout cas, on a été modifiés, ça c'est sûr. Si on prend les textes de Zachary Sitchin sur les traductions de Zachary Sitchin, je vous invite à lire, c'est assez intéressant, sur les Anunnaki, les Sumériens, etc. On apprend un peu notre propre histoire. Mais il faut décoder, parce que personne à la violence science infuse. J'ai pu discuter avec Anton Parks, qui lui a encore une autre idée des choses. C'est un peu comme Georges Pratt et Lippincott, chacun fait un peu sa sauce. Mais voilà, en tout cas, dans les Égyptiens, pour revenir à Saqqara, donc Saqqara, finalement, c'était comme un menhir sur un point de croisement tellurique, mais en profondeur. Et après la pyramide, comme ça. Enfin, elle a été faite en 2 temps, la pyramide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on crée une onde duoforme comme ça, une antenne en fait, une antenne cosmique, on capte l'information, la vibration, l'énergie, et l'information finalement,
elle va être transférée dans différentes pièces en sous-sol. On sait que c'est des véritables gruyères. Et donc du coup, il y avait des pièces réservées à un certain type de fréquence. Do, ré, mi, fa, sol. À peu près, enfin les principales. Et donc du coup, le couple des Égyptiens, Isis et Osiris par exemple, hein, il y en a eu plein, travaillaient par paire, parce que pour que la loi de l'univers fonctionne, il faut qu'il y ait un échange d'énergie, et il n'y a rien de mieux que la fusion d'un homme et d'une femme pour faire vraiment transmuter l'énergie, pour que ça tourne. Donc du coup, en fonction de leur niveau de connaissance et d'hermétisme, je dirais, ils étaient, par exemple, ils commençaient dans une certaine salle qui finalement était accordée grâce à des pots qu'on a pu retrouver. On s'est toujours demandé mais pourquoi il y avait tant de pots sous Saqqara, parce que finalement les pots ils étaient remplis d'un certain volume d'eau et du coup résonnaient à une certaine fréquence et du coup apportaient le la de la machine ou quoi que ce soit. Chaque église aussi, en fonction de son lieu tellurique, a un accord particulier musical. C'est important, c'est comme c'est en corrélation avec le métal qui est dessous, la latitude et beaucoup de choses. Nous, on redécouvre tout ça, mais les ancêtres, enfin les anciens, maîtrisaient ça à fond, quoi. Donc du coup, on avait dans ces salles aussi de la faïence, qui comme une onde duoforme, permettait de faire réverbérer cette fréquence-là. Et en fonction de la propriété, donc le volume de la pièce, donc l'onde, enfin la forme, ils avaient une fréquence bien précise. Vous me suivez jusque-là? Voilà. Donc du coup, on a enfermé les prêtres, tout ça, ils ont enfermé le couple pendant au moins 3 jours, sans manger, sans boire, sans rien, dans le noir, et finalement avec un constant qui leur permettait finalement de se connecter au divin supérieur, la conscience. Voilà. Donc du coup, capter vraiment l'information. Et l'année d'après, s'ils avaient réussi l'épreuve, ils allaient dans une autre fréquence, etc., etc. Saqqara, donc la première conception, ils en ont fait une partie, et après, quand ils se sont développés, ils ont fait une encore un peu plus grande, décalée. Et il faut comprendre que finalement, pratiquement toutes les églises que l'on a sont sous des anciennes constructions, comme des dolmens ou des pierres levées. Alors nous, aujourd'hui, on a des menhirs qui sont relevés juste pour le fun, parce qu'ils sont tombés, et on les a mal positionnés, ou voire déplacés, juste pour le mettre devant un monument sympa. Tiens, ça serait joli de mettre une onde duoforme ici, mais finalement, ça crée des dérèglements. Et ça peut même provoquer des courts-circuits. Les anciens qui maîtrisaient l'onde duoforme se sont rendus compte qu'il y avait des pierres positives et des pierres négatives. Et que la forme, justement, de certaines pierres, faisait que soit c'était négatif, soit positif. Et ils comprenaient que plus c'est moins, ça fait moins, moins plus moins, ça fait plus, et plus c'est plus, ça fait plus. La base de l'électronique. En fait, les réseaux des dolmens et de tout ce que nous ont laissé les 6000 ans, enfin, au moins, en tout cas, les 6000 ans de recul que l'on a, c'était vraiment des schémas électriques d'énergie pour ramener l'énergie où l'on souhaitait. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a une église qui est en théorie positionnée sur des réseaux sacrés, mais il faut comprendre que l'énergie vient de Khéops. Khéops est envoyé jusqu'à Notre-Dame de Paris. De Notre-Dame de Paris, c'est transféré jusqu'au donjon du Louvre. Le donjon du Louvre renvoie sur la pyramide inversée de Mitterrand, parce que Mitterrand était un sacré concepteur, enfin il avait beaucoup de passion, et il a travaillé énormément pour dépolluer en fait les canaux d'eau de Chartres par rapport aux centrales nucléaires. Et donc du coup il a prolongé les travaux qu'avaient déjà fait les Égyptiens, hein, parce qu'on sait que quand l'Égypte est tombée, ils se sont enfuis et ils sont venus sur Notre-Dame. Mais pas pour rien, c'est parce que c'est à côté de l'eau et surtout sur un réseau tellurique énorme.
Et donc du coup, les Romains étaient déjà, enfin par la suite, les Romains étaient là, et au prolongement, donc je dis Notre-Dame, le donjon du Louvre, on part la pyramide inversée de Mitterrand, le mur du Carrousel, l'Arc de Triomphe. Les arcs de triomphe, finalement, sont des portes. Et des portes pour diviser les énergies. C'est-à-dire, finalement, on arrive avec un réseau cristal, on le renvoie sur un réseau or, qui repart, lui, de nouveau, alors je ne sais plus trop, hein, mais qui repart un petit peu en cristal, qui arrive à résonner sur un mur, et qui renvoie ici, et finalement, là, on repart avec 3 autres énergies, et voire même plus. Et si vous allez à l'Arc de Triomphe du Carrousel, vous le voyez au sol, les plaques de marbre qui délimitent les réseaux. C'est incroyable parce que tout est sous nos yeux, mais on ne le voit pas parce qu'on s'y intéresse pas. Mais finalement, vraiment, quand on est un peu curieux, c'est écrit. Et c'est même écrit quand on rentre dans le parking, au sous-sol, là où on va récupérer sa bagnole, il y a des phrases lumineuses. Je ne sais pas si vous voyez ou Louvre. Et bien finalement, quand vous décodez ces phrases, ça vous explique les choses hermétisme, qu'au travers de ce mur, le réseau se déploie en plusieurs choses. Enfin, c'est tout marqué. C'est vraiment... Ouais, elle rayonne après sur la place de la Concorde avec un l'obélisque qui repart à Charles de Gaulle Étoile, et que là, c'est vraiment l'étoile, on renvoie encore les réseaux partout dans toute la France, qui repart à la Défense, et qui repart jusqu'à une autre pyramide que Mitterrand a mis sur le lac de Cergy-Pontoise. Ah, il était loin, il est allé loin, François. Et donc, du coup, cette énergie-là repart jusqu'à Saint-Michel. Enfin, jusqu'à un endroit à Saint-Michel où il y a encore une espèce d'arc de triomphe et qui renvoie l'énergie à Saint-Michel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment des relais. C'est les points Wi-Fi, quoi, de l'époque. Hein. 4G, 5, voilà. Donc, du coup, d'ici, j'envoie là, j'envoie là, j'envoie là, j'envoie là, mais avec une condition de respecter la divine proportion. Un prorata toujours de 1/618. Autrement, ça ne fonctionne pas. Si on ne respecte pas cette harmonie, eh bien, y a une dissonance et ça ne résonne pas. C'est la condition vraiment de la chose. Donc, vous voyez, donc d'Égypte, on peut arriver jusqu'à Saint-Michel. Et de Saint-Michel, on a une ligne droite, pouf, qui passe là, pouf, et qui va jusqu'à Lourdes. De Lourdes, on repart à Saint-Jacques-de-Compostelle, et finalement, on va où l'on veut. Mais il faut respecter vraiment cette divine proportion. Ça, c'est vraiment important pour le fonctionnement. Il y a des questions ? Oui. Je n'ai pas entendu. Ouais. Carrément. Alors ça, j'ai pas de preuves. C'est vraiment une supposition pour ma part. Mais merci d'avoir posé la question. Mais en fait, donc les anciens maîtrisaient les cailloux, et les plus et les moins. Et donc du coup, quand ils ont construit des ondes duoformes telles que Notre-Dame, hein, tac, tac, avec une superbe flèche là qui captait vraiment les énergies, eh bien, on a tous vu des apôtres ou des prophètes positionnés. Mais en fait, on pourrait croire que c'est la décoration ou vraiment quelque chose de religieux pour montrer les 12 apôtres, mais vraiment, c'était des disjoncteurs. Ok ? 3 jours avant la catastrophe, ils les ont enlevés, ces disjoncteurs, pour les restaurer. Et en plus, ils leur ont coupé la tête. Donc symboliquement parlant, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à les extraire. Parce que c'était pas conçu pour être démonté, c'était des disjoncteurs. Ils les ont enlevés. Qu'est-ce qui s'est passé ? La cathédrale était en courjus. La moindre étincelle, pouf, c'est parti. Parce qu'il est impossible, il y a plein de trucs sur YouTube qui ont été montrés, que de faire brûler une poutre de 800 ans d'âge avec un chalumeau pendant 24 heures, on lui fait rien. Et là, ça s'est embrasé comme ça, par magie. Ben, tout simplement pour moi, parce que la cathédrale, vu qu'on respecte plus rien, vu qu'on n'a plus connaissance de ces énergies-là, eh bien, la cathédrale était en courjus, puisque les disjoncteurs étaient enlevés. Donc la moindre étincelle, c'est comme Johnny, ça a allumé le feu, quoi. C'est parti. Moi, voilà ma version à moi, qui me paraît juste, parce que c'est vraiment des disjoncteurs.
J'ai fait une étude en Bretagne d'un site où j'ai rencontré Richard, oui, c'est qui dit Richard là, par hasard, et comme il n'y a jamais de hasard, mais on s'est retrouvé cet été sur ce site dans les Côtes d'Armor, à Plessin-Trigavaux. Donc c'est un site qui fait à peu près un stade de foot, hein. Donc on a plein de menhirs, et finalement c'est un accélérateur de particules, de réseaux. On a une énergie de diamant qui arrive ici, qui est en fait finalement le prolongement de l'arc de défense, la fin de la défense, qui est relié à un croisé vraiment au centre de la Bretagne et qui rayonne. Et finalement, on récupère cette énergie ici, avec un apport d'un réseau argent et d'un réseau or. Tout ça sur des réseaux d'eau. Tout ce qui est en bleu, c'est un réseau d'eau. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a une division des réseaux. Du réseau diamant, on se retrouve avec un réseau or et un réseau argent, positif au départ. Et puis finalement, il y a tout un circuit qui se passe avec un apport d'eau sur les côtés, avec des sources qui sont négatives mais corrigées par des ondes duoformes, par des pierres, pour moins, donc négatif, pour rendre l'eau positive. Et du coup, il y a tout ce circuit-là qui arrive à ce point-là où il y a une séparation, où on a de nouveau un cours d'eau positif et un autre négatif qui part. Mais tout ça pour dire qu'il y a un réseau, et par le biais de plus, moins, ils arrivaient à accélérer le taux vibratoire. On n'a pas parlé de taux vibratoire, mais on va y venir, parce que c'est le but de toutes ces ondes duoformes et le but de tout ça, c'est d'accélérer le taux vibratoire. Plus on a un taux vibratoire élevé, plus on capte les énergies. Et je dirais, plus ça nous aidera à voir les extraterrestres. Parce qu'en fait, on reflète et nous sommes des aimants, donc on s'attire les uns les autres, et en fonction de notre résonance et de notre taux vibratoire, plus on est élevé, plus on peut voir des choses avec un taux vibratoire élevé. Et si on est dans le bas astral, c'est-à-dire que si on vibre bas, eh bien on va voir que la guerre, la haine, toutes les choses mauvaises qui sont dans le bas astral. Voilà, donc du coup, sur cet accélérateur particules là, de champ, de réseau, finalement, on en ressort ici. À un moment, il y a un no man's land, c'est assez génial parce que l'énergie, elle disparaît par magie. Les anciens, ils maîtrisaient des trucs que nous, c'est encore un peu vraiment complexe. Et l'énergie, paf, ressortait ici, avec un taux vibratoire super important. Et je dirais même, quand vous êtes ici, vous avez la sensation de vide profond ou mal-être, carrément. Et après, il faut savoir qu'il ne faut pas forcément se positionner sur n'importe quelle pierre dans des champs comme ça, parce qu'il y en a qui sont positifs et il y en a qui sont négatives. Donc si vous êtes attiré vers une pierre négative, malheureusement pour vous, vous allez perdre un peu d'énergie. Donc du coup, à la sortie, on a un réseau or plus, or moins, argent plus, argent moins et diamant. Donc vous voyez le truc, on rentre avec deux réseaux, on ressort à un A5. Plus avec un taux vibratoire hyper élevé et une possibilité de repartir encore vers un autre point relais qui va soit augmenter, soit diviser la puissance. Ici, c'est assez intéressant parce qu'à l'entrée du réseau argent, on a deux énormes pierres qui finalement servent de condensateurs. Ils régulent la tension. Comme nous, on va faire avec une résistance ou un condo, mais eux, ils le faisaient avec une onde duoforme, pas avec des cailloux. C'est pour ça que vraiment, les flèches, là, c'était des fusibles. Parce que leur forme, c'est vraiment comme si on a notre disjoncteur, nous, dans notre tableau, c'est la même chose, quoi. À Péberlan, par exemple, à Bordeaux, la flèche, elle n'est pas accrochée à la cathédrale. Alors il y en a qui disent parce que c'est du sable, et effectivement, ce pourrait être vrai que pour pas qu'elle s'écrase. Mais surtout, elle est surtout celle de Saint-Michel, sont vraiment positionnées à des endroits telluriques énormes. Hein. C'est assez génial parce que dans un autre métier que je fais, j'ai l'occasion de monter en haut des nouvelles constructions, et du coup, j'ai vraiment une vision en hauteur de Bordeaux. Et du coup, quand on prend conscience de ces réseaux or, argent, tellurique, on voit comment l'énergie va d'un monument, donc d'une église à une cathédrale, d'une cathédrale à une autre église, comment c'est distribué. Et vraiment, je vous assure que les anciens, ils maîtrisaient ça à fond.
Ici, là, à Château-Lescombe, chaque donjon, enfin pas chaque donjon, mais 2 donjons sont sur un des réseaux. L'arbre qui est juste ici, là, en sortant, c'est un arbre qui est sur un réseau or ou argent, enfin en tout cas un réseau sacré, mais surtout qui est sur une ligne d'eau aussi. Donc comme il a trop d'énergie, il n'en veut pas, donc il se plie, et c'est pour ça qu'il est tout penché, parce qu'il fuit le réseau d'eau en fait. Il y a trop d'énergie pour lui. Il faut comprendre que nous, on ne pourrait pas vivre constamment sur ces réseaux-là. C'est trop d'énergie. C'est pour ça qu'il est important de vérifier en géobiologie le placement de votre lit. Parce que si vous êtes à la croisée d'un réseau, qui en plus lui-même est sur un cours d'eau, toute la nuit, enfin là où soi-disant vous vous reposez, vous êtes excité par cette différence de potentiel qui crée de l'énergie, hein, on l'entend ici. Donc là, c'est la vibration de l'eau qui répercute sur les réseaux. Donc du coup, ça vous fatigue. Donc c'est important de se mettre dans un lieu neutre, qu'on appelle. Donc c'est-à-dire au milieu des réseaux Hartmann. Une onde duoforme positionnée sur des points négatifs, parce qu'il y a des points négatifs et positifs, forcément, parce qu'il y a des réseaux positifs et négatifs, comme on a vu sur le petit truc des druides, là. Eh bien, si on pose une onde duoforme, par exemple, qui va capter l'information, style Métatron, et qu'on positionne après ce type de pierre qui est la tourmaline. Et cette tourmaline, en fait, elle a une particularité, c'est que au niveau de la cristallisation, elle est que du bas vers le haut. Donc elle n'a pas d'onde duoforme sur le plan de l'hémisphère, on va dire. Elle a une onde duoforme que sur de haut en bas. Donc du coup, on peut diriger grâce à Métatron, là, l'énergie, la canaliser là-dedans et demander à la tourmaline d'évacuer cette trop plein d'énergie. Donc ça fait partie d'une possibilité de correction de l'habitat. À l'inverse de la fleur de vie, où elle va plutôt rayonner l'information. Donc si on a un endroit positif dans notre maison, ben autant l'exploiter pour pouvoir faire rayonner cette belle énergie et profiter de tout ça. Voilà. Il faut comprendre aussi que les anciens avaient, comme ils maîtrisaient bien cette chose-là, ils avaient les moyens de pouvoir réorienter les réseaux. Là, c'est le porche de l'église, par exemple. Là, c'est le chœur, et là, c'est le transept. Et du coup, ici, là, par le biais de pierres, sûrement, ou quoi que ce soit, ils arrivaient à diviser les réseaux. Et en général, on va retrouver ce réseau-là sur les piliers. Du coup, pour pouvoir avoir une zone neutre pour tous les fidèles qui venaient se soigner à l'époque. À Rome, par exemple, il y a un très grand réseau. Le Vatican, vous voyez cette forme du Vatican en forme de fer à cheval, ben finalement c'était pour capter l'énergie. Il n'y a rien de mieux, comme à Lourdes, d'avoir un bel escalier comme ça en fer à cheval pour faire rentrer l'énergie. Donc il a l'onde duoforme de l'escalier, capter cette énergie-là, et du coup avec des arcs de triomphe, ils arrivaient à réorienter l'énergie de façon à pouvoir faire bénéficier du réseau à Rome, à Florence et je sais plus où, mais du coup à distribuer vraiment l'énergie où ils souhaitaient. Nous, on a ça pour nous, c'est encore de l'abstrait total. Mais du coup, donc ça c'était infiniment grand. Voilà, le coquillage. Voilà, le coquillage, la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment l'onde duoforme dans la nature la plus parfaite. Parce qu'elle a 12 lignes principales, comme les 12 apôtres. Nikola Tesla travaillait qu'avec des 3, des 6 et des 9. C'est pas pour rien, 3 plus 6, ça fait 9. Mais c'est des variables qui se rapprochent de la constante de Fibonacci. Vous connaissez Fibonacci ? Fibonacci, c'est 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 1 est égal à 3, 3 plus 2 est égal à 5 plus 3 est égal à 8, plus 5 est égal à... On prend toujours le résultat de la somme quand on rajoute aux chiffres.
Et du coup, le chiffre que l'on obtient, si on le compare dans la nature, ça va être exactement comme les fleurs, comme les pétales des fleurs. On n'aura pas une fleur avec six feuilles, 6 pétales. On n'en aura que 5, 8, 13 ou 21, comme un tournesol qui est toujours en multiple de la divine proportion. Et tous les travaux de Nikola Tesla, parce qu'il dit une phrase qui est vraiment géniale, c'est que le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son histoire. Donc il avait tout compris parce qu'il était il était canal, hein, il captait les énergies. Et donc il travaillait avec cette constante de 3, 6, 9. Et moi je l'ai vérifié parce que avant de me passionner, je suis passionné, mais avant je suis menuisier aussi, et ça fait longtemps que j'ai utilisé que des 3, des 6 et 9 et des 7 aussi, parce que le chef c'est le 6 sacré. Alors je m'exprime, c'est-à-dire que quand j'avais un lieu à restaurer, je prenais ma cote et je prenais la cote qui s'approchait le plus de 9 ou de 3. Donc par exemple si j'avais 160 je prends, parce que si c'est 1, 7. Mais 161 je prends pas, parce que ça fait 8. D'accord? Et à chaque fois, donc si j'ai 52, je prends aussi, parce que 5 et 2 ça fait 7. Et finalement, en faisant ça, je me suis rendu compte que je retombais toujours d'équerre, et que sur des 3, des 6 et des 9. Assez incroyable. Et comme l'être humain est la quintessence, c'est-à-dire qu'on est le résultat comme le pain, on fait partie de l'univers et on est comme la coquille Saint-Jacques. On est à 5 branches. Ici, en fait, dans la coquille Saint-Jacques, on voit qu'il y a un côté vers le bas, un deuxième, 3, 4 et 5. Et l'angle d'un pentagramme, c'est 108 degrés. 8 et 1, 9. Ok ? Qui est aussi dans la molécule de H2O, parce que pour moi, Dieu est eau, la molécule H2O. Parce que la vie, c'est vraiment l'eau. On l'a vu avec pourquoi les anciens mettaient un édifice sur une source d'eau, c'était pour pouvoir se guérir. Chaque métaux, comme je disais tout à l'heure, a une résonance, et en fonction de l'eau, paf, on a une propriété. On pouvait améliorer la fertilité. Enfin, pas compris. Ouais. C'est pour la résonance. Alors à Chartres, c'est 33 mètres. Et du coup, on a la voûte qui fait aussi 33 mètres. Donc on a vraiment un équilibre parfait. Et à Chartres, donc dans la crypte, à un moment, il y a une voûte qui fait comme ça, là, un encorbellement, un petit peu comme les chapiteaux égyptiens, qui fait rentrer en résonance. Alors là, mettez bien votre bulle de conscience que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment incroyable. Mais je l'ai vérifié, et je ne parle que de choses que j'ai vérifiées. Ok ? Le 21 juin, les solstices. Il faut comprendre que les Égyptiens, chaque solstice... Enfin, je termine avec la molécule de l'eau et j'en reviens après. Parce que la molécule de l'eau, c'est H2O. Et ça fait 108 degrés. Et du coup, l'eau, c'est vraiment la vie, parce que l'eau, il y en a partout. Là, il y a de la vapeur d'eau, on est constitué d'eau, on est influencé par la Lune, etc. Et du coup, chimiquement parlant et géométriquement parlant, toutes les autres particules, molécules, tout ce qu'on peut trouver en symbole vont s'imbriquer parfaitement avec l'eau. Comprenez pourquoi l'eau c'est vraiment la médiatrice, la conscience, etc. Parce que avec son angle là, elle s'adapte parfaitement à la constante universelle de 1,618. Donc du coup, voilà le puits. Donc le puits, donc il va aller chercher cette eau admettons que c'est Chartres. Hein. Donc le puits, il est à peu près par là. Non, ici, mais vraiment là. Il est à la croisée de quelque chose d'énergie. Du coup, il capte cette différence de potentiel, comme la plante nous donne cette énergie. Ça va rentrer en résonance avec la hauteur de la voûte,
33 mètres. Donc on a l'équilibre de Bouddha, hein, la loi du milieu. Le jour où on est en solstice d'été, voilà, c'est ce que je disais par rapport aux pyramides, c'est important, si on revient au solstice d'été. Donc les prêtres au solstice d'été, pourquoi c'est important? Parce que comme toute chose qui crée de l'énergie, et ça se charge. Et si à un moment on ne décharge pas, ce qui est arrivé à Notre-Dame, ça crame. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'univers comme moment pour pouvoir décharger finalement? Alors on en revient à l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est la planète qui fait comme ça, qui suit la courbe du Soleil, mais qui à un moment, là on a l'écliptique de la Voie lactée, mais à un moment on est dessus et à un moment on passe dessous. Et à chaque fois qu'on passe dessus ou dessous, c'est un moment de solstice. Ok ? Donc les anciens, ils profitaient finalement de ce moment où on était à la tangente, là, vraiment, avec le plan de l'écliptique, pour décharger les vannes. Toute l'énergie qu'ils avaient utilisée, parce qu'ils utilisaient l'énergie libre, qu'on va redécouvrir, donc ils en profitaient pour vider toutes ces métamachines pour pas qu'elles prennent courjus. Et surtout à Gizeh, ou à Machu Picchu, ou à Angkor Wat, ou à l'île de Pâques, pour pouvoir décharger cette énergie sur toute la planète. Donc c'est pour ça que c'était hyper important les solstices d'été et qu'il y avait vraiment une grande procession. Mais c'était pour question technique, hein, pour éviter le courjus. Il y en a qui disent même qu'à ce moment-là précis, on pourrait faire péter une bombe atomique, ça partirait dans l'univers, on ne serait même pas impacté. Mais à un moment précis, hein, c'est-à-dire au lever du soleil. Pile. Donc c'est pour ça que ça a été important que chaque édifice est vraiment orienté nord, sud, est, ouest pour pouvoir, à ces solstices d'été, vraiment être en alignement avec le plan écliptique. Et du coup, tout ce qui est sur la planète, à ce moment-là précis, quand c'est toute flèche qui est dans l'univers, là, enfin toutes ces métamachines vont résonner. Et à Chartres, à 2h-10, l'année dernière, le 21 juin, j'y étais, j'ai entendu la cathédrale vibrer, faire un hum, une résonance. Je regardais, je dis mais d'où vient le son? L'orgue il était de l'autre côté, je dis c'est pas possible. C'est le lendemain matin que j'ai eu l'info. Je me suis dit mais t'as vécu finalement ce pourquoi les cathédrales ont été construites, c'est-à-dire de rentrer en résonance. Parce que je comprenais pas. J'étais à Chartres et à un moment il y a un vitraux avec un point qui va venir avec l'inclinaison du soleil, venir en connexion avec un clou. Et je me dis, mais cette cathédrale, elle a été faite pour un seul mec qui va se positionner là, il va capter, il n'y a que lui qui fait ça. S'il pleut, ça sert à rien. Donc je m'étais dit, c'est pas ça la clé. Donc la clé, c'est vraiment ce puits, comme le canal de Saqqara, là, qui va venir capter l'énergie, rentrer en résonance, en équilibre avec la structure, et donc du coup, le jour du solstice, vibrer. Ouais, ça. Ouais. Mais c'est voilà, ça crée pour moi, c'est une pseudo-réponse. C'est parce que vraiment, on est sur le plan de l'écliptique et on est vraiment à l'étal. Il y a carrément un géobiologue là qui a été interviewé sur le tumulus de l'île de Gavrinis et qui expliquait avec ses collaborateurs et il disait à un moment que juste avant le lever du soleil, toutes les batteries qu'ils avaient sur le sol se sont allumées. Et il disait que ça pouvait arriver que s'il y avait un apport d'énergie. C'est ce qui se passe, vraiment. Quand on est vraiment dans l'écliptique, paf, on est en connexion parfaite avec le cosmos. Et actuellement, on est en 2020, le calendrier Maya s'est arrêté en 2012, et finalement, on est rentré dans une nouvelle ère. Parce que là on parle plus de la Terre, mais on parle de notre galaxie, donc on va encore dans l'infiniment encore plus grand. Et bien c'est notre galaxie actuellement qui est en résonance avec le plan d'écliptique de la grande Zasisca universelle qui est notre grande galaxie mère. Nous on est dans un bras d'une galaxie,
Et c'est pour ça qu'on bénéficie de cette énergie maintenant d'apport de conscience qui se passe que tous les 26 000 ans, à peu près, sur les cycles de précession. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous là à soif de découverte, parce que c'est comme l'information du printemps. Là, actuellement, le printemps arrive parce que la planète est dans une énergie de notre propre galaxie qui fait qu'on envoie l'information, allez, on se réveille, et toutes les plantes se réveillent. Eh bien nous, c'est la même chose. On a notre galaxie qui est sur un plan de l'écliptique de la grande Zastisca universelle qui nous dit, allez les gars, c'est le moment, il faut réveiller les consciences. Donc on est, depuis 2012, dans cette période de l'âge du Verseau où on verse les eaux. Donc on verse la connaissance. Et que tout le système qu'on connaissait, parce que la vie est cyclique, on le voit bien, hein, donc ça démarre comme ça, tac, 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 et au bout d'un moment, hop, ça part à l'inverse. C'est comme les chakras. On en a qui part comme ça, et on a le même qui part de l'autre côté. Mais finalement, ça fait une boucle. La croix de Ankh, pour les Égyptiens. Toujours. Donc du coup, comme c'est cyclique, eh ben, on a l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer qu'on vient de sortir. L'âge de fer, F-A-I-R-E. Aujourd'hui, on va vraiment vers l'ouverture des consciences. Et dans 26 000 ans, eh ben, finalement, on va retomber dans ce qu'on est en train de sortir, là, dans cette époque où on est en train de pas trop comprendre ce qui se passe. Mais c'est notre cycle d'humain à vivre, parce qu'on est obligé de passer dans toutes les incarnations de vie sur tous les plans. Un coup on était bon, un coup on était gourou, un coup on était prostitué, un coup on était le mec qui allait voir la prostituée. On a fait tous les trucs pour expérimenter. Il faut comprendre qu'on est venu ici pour expérimenter la vie. Ok ? Il y a des questions ? Ok. Donc la cristallisation, enfin, ou le Thor, voilà. Ça, c'est l'exemple même du donut. Ok, il a cette forme-là. Mais il faut comprendre que, comme encore une fois en hermétisme, tout ce qui est infiniment grand est égal à infiniment petit. Et finalement, ça, c'est l'atome. Et l'atome, hop, on a un courant qui passe ici, et on a un champ magnétique qui passe partout sur les côtés. Comme finalement notre planète aussi, parce que finalement, notre planète, on dit qu'elle est ronde. Mais il y a des études aujourd'hui qui disent qu'elle est plutôt comme la forme d'une tomate, comme un donut. Et si on coupe une tomate, eh bien, il y a certaines tomates qui ont des cavités. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des civilisations qui vivent dans l'intraterre, dans ces cavités-là. C'est là où je dis qu'il faut bien mettre cette bulle de conscience. Donc du coup, l'atome, il est comme ça. Et c'est la même chose... Thor, ça c'est le Thor. C'est Théo de Zer. Ouais. Donc il faut comprendre qu'en fait c'est comme la Merkaba. Vous voyez ce que c'est que la Merkaba? C'est deux triangles là, un positif et un négatif. Et bien on a la même chose avec un Thor positif et un Thor négatif. Et au milieu, donc à la neutralité, là où il y a Bouddha, hop, eh bien on a un équilibre d'énergie et on crée de la conscience et l'information. Paf, on crée la matière. Et nous, on est au milieu de ce donut, juste là. Nous-mêmes. C'est la même chose. L'infiniment grand, l'infiniment petit. On a vraiment toutes les lois. Quand on les regarde bien, quand on comprend l'hermétisme, on s'aperçoit que finalement, tout est là sous nos yeux. Il suffit juste de vraiment se poser les bonnes questions et se connecter vraiment à notre divin profond intérieur. Et donc ça, c'est vraiment le Thor. Et donc ça crée un champ magnétique et c'est au milieu de ces deux énergies que la matière se condense. Et nous, c'est pour ça qu'on a une vue à plat d'une galaxie, ça fait ça. Là, c'est une spirale, mais une vue à plat, ça fait ça. Parce que ici, c'est le Thor supérieur, le Thor inférieur, mais tout rayonne. Tout le temps. Et du coup, c'est au centre de ces deux aimants que nous, on est là. Et c'est quand même assez magique parce que nous, par exemple, on vit sur un caillou, un vaisseau spatial, hein, finalement, qui vole et qui est équilibré par des forces magnétiques qui forcément sont sur le chiffre du nombre d'or. C'est obligé, autrement ça ne pourrait pas fonctionner.
Malgré que Zachary Sitchin explique que finalement nous sommes ici et maintenant, alors que notre propre terre était avant à un autre endroit, mais elle a été percutée et du coup on est arrivé ici et la magie a fait que finalement on est pile placé entre ni trop loin ni trop près du soleil et c'est pour ça qu'on a une caractéristique technique comparée à toutes les autres exoplanètes et planètes de l'univers, c'est qu'on a une atmosphère grâce à ça. Et du coup, on peut vivre sur la croûte de notre planète. C'est pour ça qu'on est envié finalement de toutes les autres constellations, parce que nous, on a cette particularité de vivre à l'extérieur de la croûte. Tous les autres, ils sont à l'intérieur de la Terre, en intra-terre. Donc du coup, nous, on est vraiment connectés à une puissance cosmique plus que eux. Ça, c'est vraiment une petite parenthèse. Mais voilà. L'œuf a une particularité au niveau des ondes duoformes qui est quand même assez géniale aussi. On peut rééquilibrer des maisons avec un œuf, parce qu'un œuf, il n'y a qu'un seul champ de force. Il est du haut vers le bas. Il rayonne pas sur les côtés. Il n'y a pas de nord magnétique sur une forme géométrique parfaite telle que celle-ci. Faites l'expérience avec un pendule, vous verrez. Il y a certaines pierres aussi, donc j'en ai parlé, la tourmaline, la tchangite. Voilà. J'ai dans la poche des pierres que j'ai achetées en Bretagne au musée du minéraux à Crozon. Et il y a une particularité là-bas en Bretagne, c'est qu'ils dans des champs ils peuvent trouver ce type de cristallisation. Je sais pas, mais je peux vous le faire passer, vous regardez. Donc il y a des cristallisations à 60 degrés, je crois, et des cristallisations vraiment droite-gauche. Et c'est vraiment pour vous montrer que, en fonction du lieu où l'on est, on a une cristallisation particulière. Parce que ces cailloux-là, vous les retrouvez ailleurs, nulle part ailleurs que là-bas. Et ils ont retrouvé en labourant les champs. Et donc c'est assez incroyable. Et c'est comme nous, en fait, on est une cristallisation, et c'est pour ça que la méditation est importante, parce que ça nous permet, dans l'alignement, d'harmoniser tous ces chakras, et de faire rentrer en résonance tous les chakras, un par un, pour qu'à la fin, on ne fasse plus qu'un seul beau cristal, et qu'on se connecte vraiment au tout. Et quand on se connecte vraiment au tout, on a l'information. C'est là où Nikola Tesla disait l'info. C'est vraiment la conscience. Ok ? On n'est pas tous dans la même cristallisation. Nous tous, là, si on fait un test alchimique, vous mettez de l'eau à saturation dans un récipient, donc c'est-à-dire vous mettez du gros sel, hein, vous remuez, et à un moment, quand il est totalement dissous, c'est-à-dire que quand on met du sel et qu'il ne fond plus, c'est qu'il est à saturation, on va faire évaporer ce récipient dans un endroit tranquille de la maison, à l'ombre, et du coup on va observer ce qui va se passer. Si vous êtes hyper agité, que vous avez une vie de dingue et que votre maison aussi elle est sur un haut lieu tellurique, finalement il n'y aura pas de cristallisation. Le sel va déborder et va venir manger quasiment toute votre baraque si vous laissez faire la chose, et assez vite, hein. Par contre, si vous êtes hyper aligné, moi j'ai fait cette expérience, j'habitais dans les bois à Cestas, donc j'ai réussi à avoir une super cristallisation. Parce que j'avais pas d'ondes nocives, et puis j'étais assez tranquille aussi. Donc du coup, c'est comme ça qu'on peut tester aussi sa maison, savoir si on est dans une énergie positive ou pas. Si on a le sel qui déborde et qui commence à manger, faites appel à un géobiologue, il va venir soigner votre maison. S'il y a une belle cristallisation, c'est que vous-même vous êtes bien et que votre maison est saine. Ouais, et on laisse faire. En 2 mois à peu près. Ouais, un bol, hein, parce qu'autrement, avant que ça s'évapore, moi j'ai fait ça dans un bol, ou même dans un pot aux confitures, parce qu'à l'époque, je mangeais beaucoup de confitures. Mais là, j'ai refait l'expérience là où j'habite. Ça s'est bien propagé, hein. En plein centre-ville, c'est sur les îles, mais c'est quand même... on est proche des réseaux. Maintenant qu'ils nous ont amené le tram, finalement c'est comme les réseaux d'énergie, hein. Ils nous ramènent une belle onde encore de plus. Mais bon, c'est comme ça, oui. Quand tu as la jambe d'air, quoi. Oui. Pareil, ça c'est
Un cours d'eau, c'est soit positif, soit négatif, mais forcément, ça véhicule une information. Puisque l'eau, c'est l'information. C'est vraiment... au pendule, au ressenti, en fonction de son niveau d'expérimentation. Chaque personne réagit différemment. Il y en a qui ont besoin d'outils, il y en a qui ont besoin simplement du ressenti. Donc c'est à vous d'expérimenter avec la radiesthésie, de voir. Moi en général, je touche la pierre et en fonction de mon pendule, je sais si elle est négative ou positive. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans certains tumulus, je me suis rendu compte qu'il y avait soit des pierres positives, négatives, ou alors tout un fond positif, un côté négatif. En fonction du lieu, ils rééquilibraient les énergies avec ces pierres-là. Et donc, comme on était sur la cristallisation, je vais vous parler des travaux vous allez sûrement tous connaître, de Masaru Emoto. Donc c'est un japonais qui a fait des expériences justement de cristallisation d'eau. Et donc il a pris plusieurs pots et il a rempli la même eau et le même volume, sauf qu'il a mis des étiquettes. Et sur certains pots, il a marqué amour et d'autres, il a marqué guerre, yin, yang, ok. Et il a mis tout ça au congélateur. Et en fait, quand ils ont sorti la cristallisation, hein, au microscope, ils se sont aperçus que tout ce qui était positif, c'était harmonieux, un flocon de neige fabuleux. Et tout ce qui était négatif, c'était déstructuré et ça amenait rien. Donc ça prouve à quel point l'information, en revenant à Tesla, du coup c'est l'information qui va générer la vibration et hop, la cristallisation, ça va être différent. Et donc, pour finir avec tout à l'heure, donc dans votre expérience de cristal, enfin de petits cristaux de sel, c'est intéressant aussi de regarder au microscope. Comme ça, du coup, vous allez savoir vous-même dans quel type de branche vous êtes, soit sur 3, soit sur 4, soit sur 5 en cristallisation. Mais on peut évoluer. L'avantage, c'est que l'être humain, on est vraiment un corps avec une machine qu'on nous prête, hein, mais qu'on a choisi, et ça nous permet d'évoluer. Donc voilà, Masaru Emoto, il a fait vraiment ces expériences-là, et il a montré que l'intention changeait la cristallisation. Moi, quand j'étais enfant, quand il faisait froid, quand je grattais mon pare-brise, il y avait des super cristaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous grattez votre pare-brise, c'est tout plat, c'est hyper difficile à enlever, et ça n'a rien à voir avec une cristallisation. C'est vraiment du tourbillon. Parce qu'on est bombardé d'ondes électromagnétiques à fond la caisse, avec les Wi-Fi, la 4G, la 5G, n'en parlons pas s'ils arrivent à la mettre en place, parce qu'il y a certains pays qui se renoncent, qui se rebellent, hein, parce que vraiment, en Hollande, ils ont mis en route, tous les oiseaux sont tombés. Hein. Et en parlant des oiseaux, petite anecdote aussi, on se demande comment font les oiseaux migrateurs pour se repérer. Ben, finalement, ils suivent les réseaux LEI. Ils suivent les réseaux de lignes d'or. Et c'est pour ça qu'ils repassent toujours au même endroit. Et nous, on est... donc c'est sur des grands axes. Un truc aussi que je voulais vous dire, qui est ma propre réflexion. J'ai pas de certitude, mais en tout cas, vous avez entendu parler des murs cyclopéens? Ça vous dit quelque chose? Bon. On se demande sur ces cailloux, comme ça, à peu près, hop, on se demande pourquoi il y a des petites excroissances. C'est la grande question de plein de gens. Vous connaissez pas? Au Pérou, par exemple, à Cusco, il y a la grande allée principale où il y a un mur fait avec des gros blocs de sputtcitone. Voilà. Et on retrouve la même chose dans les autres pays du monde, hein, à l'île de Pâques, partout. Et du coup, il y a des excroissances sur certaines pierres. De côté, c'est comme si ça faisait ça, et là, le caillou. Ça fait un téton. Alors, il y en a qui disaient ça servait pour le transport, etc., etc. Moi, ma théorie, c'est que, déjà, d'une part, vous avez entendu parler de la géopolymérisation, c'est-à-dire c'est le béton de l'Antiquité. C'est-à-dire que les gens qui ont construit ces murs-là, ils les ont moulés avec un ciment. Sauf que le problème qui se passe, c'est que quand on fait ça, on n'a plus de nord magnétique, de géomagnétique, comme je vous ai expliqué, sur la base de tout.
Donc, pour donner l'information, si je fais ça, je change la polarité de la pièce, de la pierre, ou je lui donne une polarité justement. Et donc du coup, je suis pas allé sur place pour vérifier, mais je pense que à chaque fois que vous avez ça, c'est qu'il y a un cours d'eau dessus. Pour pouvoir faire en sorte que l'énergie circule correctement. Comprenez ce que j'essaie d'expliquer? C'est-à-dire que dans ce caillou que l'on a moulé, qui est du sable compacté finalement, et puis de l'acide, de la chaux, etc., on n'a plus de nord magnétique. Donc du coup, l'information, on la donne en faisant une petite excroissance. Oui, ça donne surtout l'info. Nous, ici en Europe, on a au niveau des points telluriques, on fonctionne soit par croisement, soit par rayonnement d'ondes, de cercles. Au Pérou, c'est de l'autre côté de l'équateur. Eux, ils fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Et ça, finalement, c'est les murs de défense de Sacsayhuaman. Vous voyez Sacsayhuaman au Pérou, cette grande construction mégalithique avec 3 murs d'enceinte qui ont des formes comme ça. Parce que c'est comme ça que la cristallisation s'est faite sur place, là-bas. Donc du coup, dans la nature, il n'y a pratiquement pas de droite. La nature fait toujours des courbes. Ok ? Nous, chez nous, les ruisseaux, ils font ça. Mais là-bas, quand on suit vraiment... Alors ça, c'est mes hypothèses par rapport aux photos que j'ai faites et mon ressenti au pendule. Je ne suis pas allé sur place pour vérifier, mais le ressenti, on l'a sur les photos, on l'a sur tout. Donc du coup, ils sont venus en résonance avec leur fortification sur les réseaux d'eau pour créer une enceinte énergétique. Parce qu'il faut comprendre que les anciens, comme ils maîtrisaient tout ce que je vous ai dit, qui est quand même des technologies que nous on ne maîtrise pas, du coup ils maîtrisaient le plan énergétique de l'humain. Les Romains, par exemple, pour aller conquérir leurs ennemis, par exemple les Espagnols, ils ont fait appel à des druides. Le druide, il leur dit, ok, tu vas sur cette montagne là-bas, tu enlèves leur caillou, tu mets le tien, ton énergie. Tu vas sur l'autre montagne là-bas, tu enlèves leur caillou, tu mets le tien, ton énergie. Une autre montagne, triangulation, comme les réseaux satellites, tu changes l'énergie. Et après, ils avaient uniquement plus qu'à avec le mental attaquer. Et du coup, l'ennemi était totalement déstabilisé. C'est comme ça que les Romains ont envahi toute l'Europe, parce qu'ils ont utilisé les réseaux sacrés, les énergies telluriques, l'énergie mentale. C'est assez incroyable quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Du coup, au Pérou, sur certaines fontaines, à la sortie, quand on suit l'eau, eh ben l'eau elle est aussi en zigzag comme ça. Et au Pérou, d'une eau, on en sort 3 autres sources. Ça vous fait pas penser au réseau? D'un réseau diamant, j'ai encore 3 autres réseaux. Tout est l'infiniment grand est égal à l'infiniment petit. Tout est plus, tout est moins, et il suffit de trouver la loi du milieu pour être en adéquation avec les lois de la constante de l'univers. Et si vous vivez... Il y a un mec qui était fabuleux, qui était un architecte, c'est Le Corbusier. Corbusier, il a laissé certaines constructions, mais surtout le modulor, une échelle de grandeur basée sur une proportion d'un type de 1,80 m, et du coup il en a déduit la hauteur des tables, la hauteur des interrupteurs, la hauteur des portes, la hauteur des lavabos, etc. Mais pour rentrer en résonance vraiment avec notre corps. Ok ? Du coup, je vais lire un truc là pour la fin. Voilà. Nous devons nous soucier du réel pouvoir guérisseur ou destructeur des ondes. Ok ? Le taux vibratoire de notre planète aujourd'hui, il évolue, on le sait, parce que Schumann, c'est la fréquence de la planète. Eh bien, la planète, comme elle est rentrée dans ce cycle-là, elle évolue. Donc du coup, nous aussi, on évolue.
Donc il est important de prendre en considération ce changement. Parce que si on arrive tous en conscience à augmenter notre taux vibratoire, on va pouvoir vivre en harmonie. Arrêtez de se taper les uns sur les autres pour du profit. Parce que la seule véritable énergie qui est importante, c'est l'énergie de l'unité. Vraiment comprendre que la dualité, le bien et le mal, ce qu'il faut trouver, c'est la voie du milieu et de respecter ça pour pouvoir bien s'entendre. Et quand on vit dans des proportions, dans une habitation comme le Corbusier qui est à l'échelle de ce nombre d'or, j'y ai habité. J'ai habité aux 3 rues des Arcades à Pessac. Donc je peux vous assurer que ça change la vie de vivre dans des proportions adaptées à soi-même. Avoir la lumière du soleil tous les jours, on n'a pas besoin d'interrupteur. Quand on l'allume quand il fait nuit, et puis on l'éteint enfin voilà. C'était vraiment. Donc il y a des gens comme le Corbusier, les bâtisseurs qui nous ont laissé ces cathédrales-là, les anciennes civilisations qui nous ont laissé ces pyramides-là, qui maîtrisaient ces énergies-là. Et donc c'est à nous vraiment de comprendre que il faut se protéger de ces mauvaises ondes. Aujourd'hui, le Wi-Fi, je vous conseille de l'éteindre dès que vous avez fini de vous en servir. On peut dynamiser nos eaux grâce à une onde duoforme, élever le taux vibratoire de l'eau. Donc du coup, quand vous allez boire cette eau, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Du coup, vous connectez à votre propre divin intérieur. C'est le top. Nassim Haramein, c'est un physicien quantique. Il a inventé, il a terminé les travaux d'Einstein parce qu'Einstein, justement, il n'avait pas pris en compte l'éther, c'est-à-dire la quintessence. C'est cette vapeur qui est là, qui est autour de nous. Mais du coup, Einstein l'avait mis de côté. La science de l'époque d'Einstein disait que c'est du vide. Ça ne sert à rien, on les supprime des équations. Mais finalement, c'était la clé. Parce que du coup, l'éther fait prendre en compte le champ magnétique des choses, le champ magnétique de la planète, le champ magnétique de notre galaxie, le champ magnétique des autres galaxies, et du coup, il a pu finaliser l'équation d'Einstein. Et comme c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose, l'univers lui a renvoyé un cadeau à transmettre à l'autre univers. Donc il nous a renvoyé finalement les plans d'un cristal de synthèse, qui est ce cristal-là. Voilà. Donc du coup, ce cristal il a la propriété de pouvoir influencer sur l'eau. Donc, quand vous le mettez sous votre bouteille, là, comme ça, il va informer l'eau. Du coup, nous, quand on va boire l'eau, on va se connecter à cette énergie-là. Et cette énergie-là est reliée, comme les relais que je vous ai parlé tout à l'heure, à son siège en Californie, là-bas, je crois. Et du coup, ce cristal qui est là, c'est un cristal chimique de synthèse. C'est fabriqué par l'humain. Et du coup, il est taillé avec une onde duoforme vraiment particulière. Vous voyez, c'est vraiment tous les solides de Platon sont là-dedans aussi. Et quand vous le regardez dedans, c'est hallucinant. Enfin, c'est connexion avec les extraterrestres, je pense. Voilà, c'est le message, c'est la clé qu'il a eue par rapport à ses travaux qui ont quand même, qui sont en train de modifier la face des scientifiques, parce que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Einstein a dit, par exemple, qu'on pouvait pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. Et du coup, ça a freiné tous nos scientifiques parce que c'est une fausse théorie. C'est une fausse croyance. On peut aller au-delà. Et donc, du coup, ça a limité tout plein de chercheurs. Donc, Haramein est en train de bouleverser toute cette académie-là. Comme nous, avec nos théories aussi, on bouleverse tous les égyptologues qui se basent sur des faits historiques, mais qui harmonisent à leur sauce. Donc, Haramein apporte vraiment une énergie et des nouvelles directives pour le futur. Et je voudrais aussi vous parler vite fait, avant de terminer, de la Cité Papillon de Florent Chagrand, qui est vraiment un message d'espoir,
d'un type de civilisation qu'on pourrait, enfin, civilisation non, mais de cité, voilà, c'est sa cité papillon, qui vraiment, lisez-le, parce que c'est vraiment un message d'espoir, et c'est une, enfin, dans ce bouquin-là, ça vous explique que beaucoup de choses sur l'instant présent, parce qu'on est vraiment à l'instant présent, on vit vraiment le bonheur, parce que le bonheur, c'est être à la bonne heure. Et quand on est dans le passé, on vit dans les regrets. Et quand on vit dans le futur, on vit dans les suppositions. Donc ce qui est important, c'est de vivre vraiment à l'instant ici et maintenant. Donc vraiment à l'instant T. Et donc dans ce bouquin-là, vous avez vraiment une analyse de la société à l'instant T, mais des solutions pour demain. Donc c'est vraiment... Oui, c'est 620 du Delot. Ah, c'est génial. Terre 2, je vous invite ouais. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin-là, ou même d'écouter les conférences sur Nurea TV, etc. Parce que, voilà, justement, le cristal, l'énergie, c'est les extraterrestres qui nous l'apportent, et ils nous l'ont déjà apporté grâce à Nassim. Aujourd'hui, j'ai vu la semaine dernière, il a publié les premières photos de son premier moteur à énergie cristal. Donc c'est pas du blablabla. C'est vraiment l'énergie de demain. Et quand on aura cette énergie libre, on pourra vraiment évoluer en conscience collective, en harmonie avec la proportion divine du nombre d'or, et du coup raisonner vraiment avec le tout, le grand tout. Parce que quand vous possédez un cristal comme ça, finalement, vous raisonnez, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez la conscience de tout l'univers qui est avec vous. Et du coup, le fait que j'en porte un, Patayat en porte un, notre ami aussi en porte un, on rayonne en fait, on fait un node comme un obélix, et on diffuse toute cette information-là, et vous bénéficiez de tout ça. Moi, mon cobaye à la maison, c'est Patayette, Chiara, Roxane et le chat. Le chat Ketty, finalement, c'est elle qui teste les eaux. Et donc du coup, avant je vortexais mes eaux, et du coup elle préférait venir boire mon eau vortexée que l'eau de pluie. Mais maintenant que j'aramanise mon eau, alors c'est mon terme, elle boit l'eau araménisée. C'est assez incroyable. Et du coup, on évolue tous en taux vibratoire, et ça nous permet de vous partager toutes ces expériences-là. Voilà, vous avez compris ma grande passion pour les mystères de l'univers. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on va refermer cette bulle de conscience là. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et encore merci au Padipati, parce que c'est vraiment, pour moi, une opportunité de pouvoir parler avec joie et avec cœur de choses qui, finalement, on n'est pas très bien compris par la populace. Et je vais finir par une phrase de Coluche qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Merci.